Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'électrification de la chaleur dans l'industrie. Grégory Despic, moi je suis responsable grand projet au sein de Pôle Énergie, temporairement directeur général de la structure. Donc, je vais animer le webinaire de ce matin dédié à deux de nos adhérents qui œuvrent sur le sujet de l'électrification de la chaleur dans l'industrie. Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Je propose de commencer. Tout d'abord, je vais faire une assez courte introduction un peu de pourquoi on a programmé ce webinaire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'électrification devient un sujet prioritaire de notre exécutif, bien que nous, on le soutient depuis de nombreuses années. L'électrification des usages énergétiques devient une réelle priorité, si j'ose dire. Depuis longtemps, dans l'ADN de Pôle Énergie, on a travaillé effectivement les enjeux de production d'énergie, d'infrastructure, mais ce qui nous intéresse énormément, c'est la question de l'usage de l'énergie. Et quand on adresse la question de l'usage de l'énergie dans l'industrie, on voit bien que la chaleur reste un vaste sujet, et surtout un vaste sujet à décarboner, parce que ça reste un des premiers facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc forcément, on s'intéresse énormément à la décarbonation de la chaleur dans l'industrie. On adresse énormément les sujets de gaz vert, les sujets de chaleur décarbonée par la biomasse ou par d'autres voies. L'électricité reste quand même un moyen quand même hyper efficace de produire de la chaleur et un moyen qui est très pertinent sur le plan carbone quand on s'appuie sur des sources de production d'électricité qui sont décarbonées, qu'elles soient renouvelables, nucléaires. Et donc voilà, donc, tout l'enjeu, c'est d'électrifier la chaleur, c'est de vous apporter un peu des visions concrètes de comment on peut le faire, surtout comment on le fait de manière totalement pragmatique, parce que voilà, on n'est pas dans une logique d'uniquement décarboner, on veut aussi maintenir nos outils productifs. Donc pour ça, il faut que ça reste pertinent sur le plan économique. Et donc quand on a poussé les réflexions à travailler ce sujet côté de Pôle Énergie avec bien sûr l'ensemble de ses membres, en fait, il y a deux moyens clairement de réussir à électrifier la chaleur dans l'industrie. Alors, on va faire un petit focus aujourd'hui plutôt sur les sujets vapeur, donc de chaleur, on va dire moyenne température. On passe au-dessus des 100 degrés, on va chercher les 120, 180 degrés. C'est un peu le besoin qu'on voit beaucoup dans un certain nombre de secteurs qu'on voit en région, la papeterie, l'agroalimentaire, puis d'autres usages chimiques. Donc on va plutôt parler de vapeur. Et donc, quand on a regardé quelles étaient les conditions qui feraient que l'électrification deviendrait pertinente pour produire de la vapeur, en fait, il y a deux options. Donc, c'est pour ça qu'on fait intervenir deux adhérents aujourd'hui. Première option, c'est comment on arrive à bénéficier potentiellement d'un prix d'électron qui, à certains moments, est plus attractif que le prix de la molécule gaz, fuel, en tout cas de la molécule carbonée qu'on pouvait consommer historiquement. Et donc, c'est toute la question de quel système d'électrification on peut mettre qui puisse s'appuyer sur quelque part une recherche de flexibilité et de s'appuyer sur une recherche d'électrons pas chers. Donc soit on a de l'électron pas cher et donc du coup on fait de la chaleur bas carbone en électrifiant de manière
de manière compétitive. Et la deuxième option, qui nous a aussi pas mal intéressé, c'est du coup, on va plutôt s'appuyer sur des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces que les systèmes de combustion classiques, de gaz naturel, de fuel et d'autres combustibles fossiles. Et donc, ça exige effectivement d'autres prérequis. Et parmi ces systèmes efficaces, on pense que les enjeux de recompression mécanique de vapeur, qui sont des technos matures, ou de pompe à chaleur, couplée aussi à de la compression mécanique de vapeur, peut aussi avoir un certain sens. Et donc, on a un peu on va dire, deux options qui sont un peu complémentaires. Cascadia, qui va s'appuyer plutôt sur de l'hybridation, de la flexibilité, donc on va dire qu'il va plutôt gérer du pic, et puis des technos plutôt pompe à chaleur, système de RMV, qui lui va plutôt tendance à travailler sur du baseload, et sur un fonctionnement continu, mais avec une efficacité, et donc une recherche de coefficient de performance bien supérieure. Donc c'est l'objet un peu du webinaire de ce jour, c'est un peu de montrer que l'électrification, c'est possible de la chaleur dans l'industrie. C'est pas quelque chose d'innovant et que c'est surtout économiquement rentable. Et donc, je propose de laisser la parole en premier lieu à Paul, côté Cascadia. Merci Grégory. Donc, on est venu en nombre aujourd'hui, on sera 3, Pierre-Joseph, Marguerite et moi-même Paul, à vous présenter ce qu'on fait chez Cascadia. Donc, la présentation se fera en 2 temps. D'abord, on va vous présenter le concept et ce qu'on fait dans cette entreprise. Et puis ensuite, on ira sur des cas industriels, puisqu'actuellement, il y a une trentaine de projets qui sont en cours de développement chez Cascadia. Donc, le cœur de métier de Cascadia, comme le disait Grégory, c'est de développer, opérer et financer, si besoin, des chaufferies hybrides, avec l'envie de décarboner votre production industrielle et, si possible, en faisant des économies. Donc, le cœur de métier de Cascadia, c'est vraiment de vous fournir de la vapeur décarbonée ou de l'huile thermique à un coût inférieur à votre solution gaz actuelle. Si on se penche rapidement sur notre technologie, donc aujourd'hui, vous avez une chaudière à gaz qui est installée sur votre site, qui vous permet de produire de la vapeur ou de l'huile thermique. Cette chaudière, elle est alimentée soit par du gaz naturel, soit par du butane, soit par du propane que vous achetez à un certain prix et qui vous permet d'alimenter vos process industriels. À la fin, vous allez payer votre vapeur en fonction forcément du prix du gaz auquel on vient ajouter le rendement de la chaudière et puis le fait que vous achetez du gaz en PCS, c'est que vous consommez du PCI. Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, votre vapeur va avoir un certain coût. Et ce que vient faire Cascadia, c'est venir ajouter en parallèle de votre chaudière gaz une chaudière électrique. Cette chaudière électrique, elle sera dirigée par un PC industriel, un automate qu'on vient installer sur votre site et qui est directement relié au marché de l'électricité par notre système interne, le C-Market. On reviendra un petit peu après sur ce marché de l'électricité. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que grâce à ces 2 chaudières, en fonction du prix de l'électricité, on va venir ou non activer notre chaudière électrique qui va donc prendre la main pour produire votre vapeur. Et si jamais le prix de l'électricité n'est pas intéressant, c'est votre chaudière à gaz qui fonctionnera et qui produira votre vapeur. Pour ce faire, Cascadia est fournisseur d'électricité. Donc, on vient installer sur votre site un point de livraison dédié à la chaudière électrique. Grâce à notre contrat de fourniture d'électricité, on vient alimenter notre chaudière et on vient ensuite, du coup, produire de la vapeur. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'on ne sera fourniture d'électricité que pour cette chaudière électrique. La vocation de Cascadia n'est pas de venir reprendre votre contrat d'électricité que vous avez pour tous les autres besoins de votre site. Donc, simplement, dès que le prix de l'électricité est moins cher que le prix de votre vapeur produite avec le gaz, on vient allumer notre chaudière électrique. Ça a donc 2 conséquences. La première, c'est qu'on vient réduire votre facture énergétique, puisqu'on vient choisir à chaque instant le meilleur des 2 solutions, le gaz ou l'électricité. Et puis, on vient réduire votre empreinte carbone, parce que la solution électrique est bien plus intéressante en termes de production de CO2, elle vient largement réduire. Et donc, sur votre site, grâce à la solution Cascadia, on va pouvoir décarboner entre 40 et 60% de votre production de vapeur. On a 2 grands modèles de financement. Un modèle sur lequel c'est Cascadia qui va venir investir dans la chaudière électrique et toutes les installations qui vont autour. Et l'autre modèle où c'est vous qui avez la capacité de le faire et donc vous le prenez en charge. Dans ces 2 modèles, ce qui est sûr, c'est que c'est Cascadia qui prend en charge l'intégralité des études techniques. Je vous propose d'aller rapidement sur ces 2 modèles pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Le premier est celui donc où Cascadia vient investir, opérateur en propre, en bleu sur la slide. Dans ce modèle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vous fournir
la vapeur qu'on produit à un prix qui est de 90% du prix auquel vous payez aujourd'hui votre vapeur avec votre solution de gaz. Cascadia ne va pas venir vous demander de revenus garantis. Ça, c'est important de le savoir. Cascadia a tout intérêt donc à être performant puisque on ne va pas venir vous demander des objectifs. La seule chose qu'on vous demande, c'est un engagement sur 10 à 12 ans pour réussir à probabiliser le fait qu'on va réussir à rentabiliser notre actif. La deuxième solution, celle où vous investissez, Cascadia va venir vous vendre la vapeur et cette fois-ci, l'ensemble des économies qui vont être générées seront partagées entre vous, l'industriel, et nous, Cascadia, dans un modèle où vous prenez entre 2 tiers et 80% des économies et Cascadia se rémunère à hauteur de un tiers, enfin entre 20% et un tiers des économies. Dans ces deux modèles-là, l'idée pour Cascadia, ce n'est pas de déployer des opérateurs et des ETP sur votre site. L'idée, c'est d'utiliser les personnes que vous avez et qui sont compétentes pour votre chaudière à gaz et pour qu'elles le passent soit tous les jours, soit toutes les 72 heures, soit toutes les semaines en fonction du modèle de chaudière pour venir remplir le cahier de chaufferie. En fonction du modèle, si on investit, c'est Cascadia qui prend en charge la maintenance préventive et curative. Et si jamais vous investissez, cette maintenance sera à votre charge. Pour bien comprendre le fonctionnement, il est important de savoir un petit peu comment fonctionne aujourd'hui le marché de l'électricité sans rentrer trop dans le détail. L'idée, c'est simplement de savoir qu'à chaque instant sur le marché de l'électricité, il faut qu'il y ait un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Et pour ce faire, il y a différents marchés qui ont des horizons de temps différents. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter votre électricité pour dans 15 ans, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Ce n'est pas ce marché-là à long terme qui va nous intéresser. Nous, Cascadia, on opère plutôt sur les marchés journaliers, les marchés qu'on appelle spots, donc soit le marché day ahead et intraday. Marché day ahead qui a lieu la veille de la fourniture et marché intraday qui a lieu le jour même. L'idée n'est pas de rentrer dans le détail du fonctionnement de ces deux marchés, mais simplement de comprendre qu'aujourd'hui en France, la production est supérieure à la consommation d'électricité et l'installation massive des renouvelables apporte énormément de volatilité sur les prix sur ces deux marchés-là. Je propose de passer directement à la diapositive d'après et on va s'intéresser au graphique qu'on a à gauche qui montre les prix de l'électricité sur la journée du vendredi 29 mai 2026, donc il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a la courbe bleue donc, qui indique l'évolution de ces prix-là au cours de la journée. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande volatilité avec des prix qui varient entre 160 € du mégawattheure en fin de journée et 0 € entre 10h et 18h. Si on part du principe que vous payez aujourd'hui votre vapeur 63 € du mégawattheure, donc qui est la ligne rouge qui est dessinée sur le graphique, à chaque fois que le prix sur les marchés spot de l'électricité sera inférieur à ces 63 €, on viendra allumer la chaudière électrique pour produire la vapeur avec de l'électricité. Ce qu'on constate donc sur cette journée du vendredi 29 mai, c'est qu'on va venir électrifier entre 8h et 18h puisqu'on a des prix sur les marchés spot qui sont inférieurs à ce seuil de 63 €. Là, je vous ai mis l'exemple de ce vendredi 29 mai. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de l'année, on a cette fluctuation des prix au cours de la journée. Et par exemple, en 2024, en moyenne, on avait 4000 heures qui avaient un prix moyen de 25 € du mégawattheure. La chose importante à comprendre sur ces marchés de l'électricité, c'est que la solution Cascadia ne fonctionne que parce que la chaudière électrique est mise sur ces marchés-là. En effet, aujourd'hui, vous avez peut-être des contrats de fourniture d'électricité avec des prix qui sont largement supérieurs au prix du gaz. En fait, c'est parce que le fournisseur, il vous garantit de payer l'électron pendant un certain temps à ce prix-là. Cascadia, avec sa solution, vient mettre la chaudière électrique sur les marchés de l'électricité, et donc prend le risque volume et vous garantit de payer le prix de l'électron au moment où celui-ci est produit. Ça va être la première source de revenus, faire que votre vapeur soit moins chère à produire. Il y en a une seconde, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est basée sur les mécanismes de flexibilité. On va venir mettre votre chaudière électrique sur ces marchés-là. Ces marchés-là qui ont un fonctionnement assez complexe aussi, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des revenus complémentaires
Quand RTE, qui est le gestionnaire du réseau électrique, a besoin d'équilibrer entre la production et la consommation d'électricité, si par exemple on a trop de production à un moment, ils vont venir appeler la chaudière électrique pour lui demander de consommer moins pour équilibrer le système global. Et pour vous remercier d'avoir fait ça, ils vont payer très cher cette diminution de consommation. Donc ça va être pour la chaudière électrique un revenu complémentaire au revenu qu'on a présenté avant, qui est celui de production de vapeur. Ce revenu-là est aussi assez important à l'heure actuelle, mais la conviction de Cascadia, c'est que ce marché va sans doute fortement diminuer dans les prochaines années. Et donc, voilà, Cascadia ne veut pas baser ses projets uniquement sur ces marchés de la flexibilité. Donc, important de retenir qu'avant tout, Cascadia vend de la vapeur et gagne de l'argent grâce à cette différence de prix entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. On a deux grandes technologies de chaudières électriques qui peuvent être installées en fonction de la puissance nécessaire. Donc, en dessous de 5 MWh, on va venir installer des chaudières électriques qui fonctionnent avec la technologie thermoplongeur. Pour faire assez vite, c'est un ballot d'eau chaude à la verticale dans lequel on a des résistances qui vont venir chauffer. Et puis, quand on est sur des projets plus importants de 10 MW et au-dessus, on va venir installer une autre technologie qui est une technologie électrode AG. Et entre les deux, on va venir arbitrer, donc entre 5 et 10 MW, on va venir arbitrer entre les deux technologies. Ce qui est sûr, c'est que pour les deux technologies, il est possible soit d'installer directement dans vos chaufferies si vous avez de l'espace, soit de venir installer des conteneurs à l'extérieur de vos chaufferies. Et ça, c'est possible sur les deux technologies. Je vous propose maintenant de regarder des exemples. Donc, comme je vous disais au début, on a une trentaine de projets en cours de développement et surtout 2 qui vont démarrer d'ici la fin de l'année 2026, pour lesquels les chantiers sont actuellement en cours et donc qui seront en fonctionnement d'ici la fin de l'année. Je propose de regarder 3 projets en particulier. Le premier projet, Inari, on va y revenir juste après. Les 2 autres projets sont encore confidentiels, mais touchent des secteurs de l'agroalimentaire et de la chimie, sur des consommations annuelles qui sont assez importantes, 20 GWh pour l'un, 86 GWh pour l'autre. On a 2 styles de fonctionnement aussi, qui montrent que la solution Cascadia peut s'adapter à tous les types de production, que ce soit des fonctionnements en continu, des fonctionnements uniquement la semaine, des fonctionnements avec des batchs au cours d'une même journée. Et ce qu'on constate sur ces 2 projets, donc les projets 2 et projet 4, c'est qu'on a à chaque fois un taux d'électrification qui est compris entre 30 et 50%, et à chaque fois un pourcentage de réduction de la facture entre 3 et 5%, ou entre 5 et 10%, qui représentent forcément des économies plus ou moins grandes en fonction de la taille de votre site. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail sur le projet Inari, donc qui est en cours de construction et qui sera opéré d'ici la fin de l'année. Donc Inari, c'est un groupe de l'agroalimentaire qui produit des plats préparés, avec un fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 51 semaines dans l'année, et un site qui fonctionne au butane. Donc ce site avait un besoin d'ajouter une chaudière de secours, et donc Cascadia, avec sa solution, a permis d'installer cette chaudière de manière gratuite, puisque c'est Cascadia qui a pris en charge l'installation et qui a investi. Voilà, ça a permis donc l'installation d'une chaudière de secours gratuite et puis de réaliser des économies aussi, comme on peut le voir juste en bas de la slide. On a une facture qui a été réduite de 5 à 10, qui va être réduite de 5 à 10% avec des économies compris entre 50 et 100 000 euros. Sur ce site, on avait une consommation annuelle de 4 GWh, venu installer une chaudière électrique de 2 MW avec donc la technologie thermoplongeur. Et vous avez sur la droite de la slide une maquette 3D de l'installation. On est venu sur ce chantier-là, comme je vous disais tout à l'heure, installer des conteneurs à l'extérieur de la chaufferie. Et donc, on a le conteneur qui est juste là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera très heureux de vous y répondre. Merci. Déjà dans le chat. Merci. Effectivement, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Écoute, merci pour ta synthèse. Première question, les technologies sont-elles propres à Cascadia? L'innovation proposée par Cascadia n'est pas sur la chaudière électrique. On travaille avec tous les gros chaudiéristes, Babcock, LCI, Wiesmann, etc. Donc l'innovation n'est pas tant sur la chaudière électrique, et on travaille avec toutes ces entreprises-là. L'innovation est plutôt sur le C-Switch et le C-Market, donc ce basculement
en temps réel entre la chaudière à gaz et la chaudière électrique. C'est plutôt l'automate de gestion du coup qui est votre propriété et les chaudières, en soi, vous adaptez, quoi. Voilà. Il y a deux solutions. Soit l'industriel travaille déjà avec un chaudiériste et est content, donc on reste sur ce même chaudiériste, soit ils veulent une mise en concurrence. Et dans ce cas-là, on consulte l'ensemble des chaudiéristes. Ensuite, on a une autre question sur la technologie de chaudière électrode qui nécessite une qualité d'eau plus élevée qu'une chaudière à résistance. Et donc, que faites-vous lorsque la qualité de retour de condensat n'est pas suffisante? Alors, on travaille avec certains chaudiéristes justement qui travaillent sur cette partie traitement de l'eau en amont des chaudières. Et donc, voilà, il est possible, grâce aux chaudiéristes et au travail de Cascadia, d'avoir une eau qui a une qualité qui est suffisamment bonne pour l'installation de chaudières à électrode. Ouais. La question, c'est peut-être, est-ce que du coup, ça fait partie aussi des choses dans lesquelles vous co-investissez, d'intégrer vraiment toute la brique et pas uniquement la brique chaudière? Oui, tout à fait. Cascadia investit dans l'ensemble de la brique, que ce soit le poste de livraison, l'installation aussi d'un transformateur quand il y a besoin, la chaudière électrique et puis l'ensemble des travaux qui sont à faire. Vous pensez que le marché de la flexibilité électrique va tendre à diminuer, ce qui voudrait dire que l'équilibre demande-offre se rééquilibre, mais alors pourquoi le prix de l'électricité resterait-il bas? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, dans une logique où il y a moins de flexibilité, j'avais une question un peu similaire. En s'appuyant un peu sur des analyses d'experts des marchés de l'énergie, les prix négatifs risquent quand même à un moment donné de disparaître parce qu'on voit bien que c'est quand même pas soutenable pour tout un tas de raisons. Effectivement, le fait que le marché de la flexibilité se contracte, est-ce que ça ne va pas aussi induire peut-être un peu moins d'opportunités d'avoir des prix bas de l'électricité? Bonjour. C'est tout à fait possible, hein. Effectivement, les prix bas, extrêmement bas, qui ont atteint jusqu'à quasiment moins 500 € là, début mai, c'est possible et c'est même souhaitable, hein, que ça diminue un peu sur les marchés à venir, sur les années à venir, pardon. Par contre, ce qu'on considère qui va quand même se passer, hein, c'est que ça va continuer à, avoir une certaine, disons, disparité au fur et à mesure des journées, au sein des journées, parce qu'on ne va pas arriver d'ici les, au moins disons 10 prochaines années à parfaitement équilibrer, l'offre et la demande, à tout moment, quoi. On garde quand même beaucoup de production renouvelable, qui arrivent de plus en plus, sur notre réseau. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment des moments où il faudrait que la consommation arrive parfaitement, pendant qu'il y a du soleil, pendant qu'il y a du vent. On sait que ça va pas être le cas, rapidement. Donc on sent qu'effectivement, les prix de l'électricité vont rester, disons, variables au sein d'une même journée et du coup, Cascadia pourra continuer de profiter de ça. Et je vois qu'il y a un peu une deuxième partie dans la question qui est: pourquoi le prix de l'électricité resterait-il bas? En fait, le prix de l'électricité a aussi tendance à baisser de façon globale, tout simplement parce que les technologies deviennent de plus en plus matures. Et par exemple aussi, quand on installe de plus en plus de renouvelables, qui sont quand même des centrales avec des coûts de production, en fait, des coûts marginaux de production, plutôt faibles, hein, parce que le soleil et le vent, ça coûte pas grand-chose globalement. Ça fait que le coût, de tout ça continue de diminuer. De la même façon, vous pouvez le voir, hein, sur les technologies, le coût des batteries diminue. Donc le coût, en fait, par exemple, de l'équilibrage du réseau diminue. Donc de façon, globale, on s'attend à voir que le coût de l'électricité continue à diminuer sur les années à venir. Ok, très bien. Je pense que ça répond un peu à la question, mais effectivement, il y a du coup, ce que j'en comprends, c'est que vous allez quand même vous appuyer sur le fait qu'il va rester de la cloche solaire à aller venir rogner et venir consommer, quoi, Tout à fait. pour le faire de manière très synthétique. Il y a une autre question un peu plus sur votre positionnement, on va dire en termes de marché. À partir de quelle consommation minimale d'énergie vous commencez à regarder les projets? Vous pensez que ça devient pertinent d'intervenir? C'est quoi un peu le seuil minimum de consommation, soit de puissance installée ou de conso annuelle? En consommation annuelle, ce qu'on a constaté sur les projets qu'on a, c'est que en dessous de 10 gigawattheures, c'est compliqué d'aller chercher de la rentabilité, que ce soit pour l'industriel ou pour Cascadia. Après, voilà, on regarde quand même les projets qui sont entre 5 et 10, parce qu'en fonction du modèle qu'on propose, il y a quand même des choses à faire. En dessous de 5, par contre, ça risque d'être assez compliqué. Ok, très clair. J'ai peut-être une toute petite question, un petit point peut-être qui pourra aider à me connecter, à voir si ça devient pertinent pour eux de regarder ce mode-là. Mais en gros, quand vous allez voir des prospects, c'est quoi les 2-3 questions que vous leur posez préalablement pour vous assurer que vous êtes au bon endroit? Bon, on vient de parler de la consommation. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont vraiment importants dès le départ pour un espèce de go-no-go sur la pertinence de la techno?
on peut parler du raccordement électrique, du fonctionnement. Est-ce que voilà, il faut chercher des gens qui sont plutôt en base load, qui fonctionnent en continu, ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Enfin voilà, ce type de questionnement. Oui, alors on a un outil qui permet de faire ça très vite et on le fait avant chaque projet pour voir assez rapidement si oui ou non c'est intéressant pour l'industriel et Cascadia de se lancer dans ce projet-là. Et dans cette modélisation-là, on a besoin forcément de la consommation annuelle. Comme vous avez dit aussi, du profil de consommation. Est-ce qu'on est sur un fonctionnement continu? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui tourne toute la semaine, qui tourne uniquement les jours du lundi au vendredi, qui tourne uniquement l'hiver ou qui tourne sur toute l'année. Donc, il y a ce profil de consommation qui est important. Et puis, l'autre chose forcément qui est essentielle, c'est à combien aujourd'hui l'industriel paye son gaz, c'est notre valeur seuil. Et donc, si l'industriel a un coût du gaz qui est très élevé, forcément, on va pouvoir électrifier pendant de nombreuses heures. Là aussi, le prix du gaz est très faible, forcément, ça sera peut-être un peu moins intéressant. Donc, c'est ces trois grandes choses là, le prix du gaz, la consommation annuelle et le profil de consommation. Ok, super. Ben, merci à vous. Je vois pas d'autres questions. Et si vous avez d'autres questions, vous avez les coordonnées qui sont affichées à l'écran. Puis n'hésitez pas si jamais il faut qu'on fasse la mise en relation. Je propose de passer suite et du coup de passer la parole à Alexandre pour présenter les solutions France Évaporation. Merci Alexandre. Merci Grégory. Donc, pour me présenter très vite fait, donc moi je suis Alexandre Nico, ingénieur process plutôt orienté efficacité énergétique chez France Évaporation. Donc là, voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter la CMV, qu'est-ce que c'est. Mais dans un premier temps, j'ai un petit peu présenté la société. Depuis 1989, on était un département de Favier-Citrem. Et on a pris notre indépendance petit à petit. Notamment en 2012, on est devenu complètement indépendant. Et en 2023-2025, on a créé des filiales. Je ne vais pas pouvoir détailler l'objectif de toutes nos filiales, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En quelques chiffres, voilà, on a fait 43 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. On est 60 collaborateurs. On est actif partout dans le monde. Donc là, vous voyez sur la carte, on a toutes les unités qu'on a réalisées, avec notre siège social en bleu qui est situé à Lille, à côté de Lille, à Neuilly-les-Seclins, très exactement. Et donc, on n'est pas du tout spécialisé dans un secteur de l'industrie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes pour l'agroalimentaire, pour la chimie, voilà, on n'a pas du tout de casquette vraiment très spécifique. Par contre, notre secteur d'activité, c'est vraiment l'évaporation industrielle, la cristallisation, distillation et stripping. Et le point commun de ces technologies-là, c'est qu'elles sont très énergivores. Et donc, il a fallu être malin sur les consommations d'énergie pour avoir des coefficients de performance intéressants. Souvent, ce sont des outils de prod qui coûtent très cher. Et donc, il a fallu réduire les coûts, les factures d'énergie à la fin pour l'industrie. Et donc, notamment, la CMV, qui est le gros du secteur de l'efficacité énergétique. Et pour vous expliquer ce que c'est la CMV, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le principe d'un évaporateur. Donc, un évaporateur industriel, ça va ressembler à ce qu'on appelle ici un flottement. Donc, un flottement, il a un échangeur à la verticale, un échangeur tubulaire, dans lequel on va avoir la vapeur qui va être injectée côté calandre, et à l'intérieur du tube, on va avoir du produit qui va circuler. Le produit, il vient d'en bas, il est pompé par la pompe, il tombe en haut, il retourne en haut, et il tombe gravitairement. C'est pour ça que ça s'appelle un flottement, les flots tombent. Et l'enceinte en bas, le ventre de l'évaporateur, c'est un séparateur. C'est là où on va séparer le gaz, donc la vapeur d'eau, du liquide. Et comment on fait ça? Très souvent, on est sous vide. Par exemple, on va dire à température équivalente de 90 degrés. Et la vapeur, elle va être à 100 degrés côté calandre. Donc, c'est ce delta de température-là qui crée un échange thermique dans l'échangeur et donc qui génère une vapeur. Cette vapeur, donc ça, c'est vraiment l'évaporateur, on va dire, sans aucune optimisation. Cette vapeur, elle est complètement perdue, elle est éteinte dans un condenseur, et c'est tout. Donc ici, le chiffre à retenir, c'est pour une tonne de vapeur, vous avez consommé 720 kW thermiques. Voilà. C'est extrêmement énergivore. Tout ça pour faire une tonne de vapeur. Et donc, le principe de la CMV, c'est un peu comme une pompe à chaleur. Hein, on va récupérer cette énergie fatale qui sort du séparateur, qu'on va recomprimer un petit peu et remettre dans l'échangeur. Et donc là, c'est un game changer. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, une tonne-heure, c'est 720 kW thermique. Et là, on passe de une tonne-heure, c'est 20 kW électriques. On a complètement changé la façon de consommer de l'énergie pour nos évaporateurs. Alors, bien sûr, on a toujours besoin de chaudière. La chaudière, elle est là pour le démarrage. Elle amorce le système, elle va l'amener à l'équilibre.
Et une fois que l'équilibre est atteint, c'est la CMB qui va prendre le relais et qui va faire toute la production pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, donc, vous pouvez le voir, on peut atteindre des excellents coefficients de performance, des COP qui vont jusqu'à 50. On réduit les émissions de CO2 parce qu'on passe sur une énergie qui est complètement décarbonée. Et si vous voulez faire plus, donc une machine standard comme ça, elle va faire entre 5 et 10 degrés d'élévation de température. Donc l'élévation de température, c'est la différence entre l'aspiration et le refoulement du compresseur. Et cette élévation de température, si on veut faire plus, c'est possible, il faut faire ce qu'on appelle un montage en multi-étagé. Donc par exemple, ici, si vous voulez faire 50 degrés, vous mettez 5 machines qui font 10 degrés chacune. Donc là, vous pouvez faire 50 degrés d'élévation de température. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même une CMB. Donc là, sur l'image de gauche, vous avez une CMB très standard, voilà, qu'on installe très classiquement. Si vous connaissez peut-être un peu, ça ressemble beaucoup aux ventilateurs industriels. Voilà. C'est plus gros que des ventilateurs industriels. Et à droite, vous avez un montage de CMB en série. Il y aura d'autres photos sur les références. Et nous, France Évaporation, on connaît la CMB depuis 1994. On a fait notre première unité, donc un évaporateur avec CMB. Et depuis, on a eu une petite croissance du nombre de projets en CMB qui était, on va dire, assez faible. Mais il y a eu un véritable décollage à partir des années 2010. Alors pourquoi? Principalement de raisons, les coûts du gaz qui montaient aussi, hein, les facteurs d'énergie qui n'ont fait que croître, et également la décarbonation qui est devenue un sujet de plus en plus sensible pour les industriels. Sur le marché européen, nous on estime qu'on a un énorme gisement qui est facilement exploitable dans le futur en CMB. On estime qu'on a à peu près 39%, donc 726 TWh, que nous pourrions aller chercher en CMB. Pourquoi pas plus? Alors, la limite n'est pas technique, on saurait faire plus. La limite, elle est économique. On estime qu'au-delà de 250 degrés, le modèle commence à avoir du mal à se payer. En fait, le COP, il dépend des élévations de température que vous avez besoin de faire. Et si vous avez des élévations de température extrêmement élevées, le COP il se dégrade. Et donc, à un moment, la question, elle se pose, c'est est-ce que c'est réellement rentable? Et donc, chez nous, chez France Évaporation, les gros secteurs d'activité qui ont vraiment été porteurs de la CMB, c'est l'agroalimentaire, la chimie et le biogaz. Alors pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui sont très énergivores, consomment énormément de vapeur et qui sont très sensibles aussi à la facture d'énergie, parce que c'est ça qui fait la rentabilité des sites industriels. Je vais passer aux références. Donc, quelques références. La première qui date de 2009, qui est vraiment celle qui a un peu sorti la CMB de ce modèle évaporateur, donc qui était avant un outil uniquement pour un évapo. Là, on a commencé à mettre une CMB qui allait alimenter un atelier A pour aller alimenter un autre atelier. Pour entrer un peu plus dans le détail, ça c'est ce qu'on appelle les trois évaporateurs que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un multiple effet. Donc ici, on a 3 effets. Le principe, c'est de dire, en fait, vous injectez une teneur dans le premier effet qui va évaporer une teneur à plus basse pression. Cette teneur à plus basse pression va aller dans un deuxième effet qui, lui aussi, va évaporer une teneur à encore plus basse pression et qui va aller dans un troisième effet qui va lui aussi évaporer à encore plus basse pression. Et à la fin, la limite, c'est on est tellement bas en pression que cette chaleur, on ne sait plus la travailler, on va la condenser dans un condenseur et elle est perdue. Et donc là, le client, son besoin, c'était cette chaleur fatale. Pourquoi pas la récupérer? On met 2 étages de CMB, un peu comme on aurait pu faire avec une pompe à chaleur. Mais là, l'avantage de la CMB, c'est qu'on va directement travailler le fluide thermique ici, qui est la vapeur. Et on va aller chauffer cette boucle d'eau chaude. Une boucle d'eau chaude qui avait plein de consommateurs sur le site. Donc, la réalisation en 2009, voilà des photos, une petite capture écran du 3D, les 2 CMB que l'on voit sur la photo. Et donc, globalement, on avait un COP de 15, donc c'est-à-dire qu'on est passé de 4 MW thermiques à 285 kW électriques. Ensuite, entre-temps, donc, le client est revenu nous voir en 2023 parce qu'il a décidé de mettre une pompe à chaleur sur sa boucle d'eau. Et donc, il nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec le système qu'on a déjà fait avant. On lui a proposé alors de rajouter 5 étages supplémentaires pour boucler l'atelier multiple effet. Donc, ça a permis de rendre cet atelier complètement autonome en boucle fermée. Et donc, on fait une élévation de température de 66 à 125 degrés. Voilà. On divise la consommation d'énergie par 4,4. Avant, on consommait 5 MW thermiques. Maintenant, nous sommes plus qu'à 1,15. Donc, voilà ici une photo des 5 compresseurs en série.
Là, pour l'instant, la plupart sont des industries de l'agroalimentaire, des références que nous avons. Juste après, j'aurai une référence sur l'industrie de la chimie aussi, qui est très intéressante. Donc là, c'est une ligne de cuite continue et une ligne de cuite discontinue, qui étaient toutes les deux alimentées en vapeur. Donc au total, 44 teneurs de vapeur qui alimentaient les deux lignes. Ce qui est un peu dommage parce qu'on avait eu beaucoup de chaleur fatale en sortie des deux lignes. Et donc, on a divisé par 2 la consommation de gaz du site en justement récupérant la chaleur fatale d'une ligne pour aller alimenter la deuxième ligne qui était en discontinu. Donc, projet qui a été fait en 2014, hein, qui était le premier projet où nous avons réalisé 6 étages de compression en série. Voilà, donc de 6,3. Ici, on a le cas de la chimie. Alors, c'est la distillation d'éthanol. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le principe de la distillation, c'est que vous avez des vapeurs d'éthanol que vous allez concentrer, enrichir en éthanol. Donc, vous mettez ces vapeurs dans une colonne à distiller. En tête de colonne, vous allez retrouver la vapeur concentrée en éthanol, et en pied de colonne, vous allez retrouver l'eau propre. Cette tête de colonne, très souvent, elle va sur un condenseur, c'est condensé, et voilà, l'énergie, elle est perdue. Le client récupère son produit à haute valeur ajoutée qui est l'éthanol. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire, ce condenseur-là, il est très intéressant, mais nous, on va faire une récupération d'énergie. On va prendre cette énergie-là qui vient de l'éthanol, on va refaire de la vapeur propre, et cette vapeur propre, on va la comprimer dans plusieurs étages, et on va la remettre dans la colonne. Et donc, la colonne qui consomme de la vapeur vive, elle va être en boucle fermée aussi, c'est-à-dire toute la chaleur qui va être sortie de cette colonne va être remise en pied de colonne. Donc ici, sur ce projet-là, on a un COP de 8,3. Donc 27 teneurs, on commence à entrer sur des gros gisements. Là. Voilà le chantier qui est en cours. Et on retourne sur l'agroalimentaire. Ça, c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est le plus gros delta T qu'on ait réalisé. Donc c'est un sécheur dans l'industrie agroalimentaire, un sécheur à tambour. Donc le principe, c'est que vous avez un tambour sur lequel vous mettez de la vapeur à l'intérieur. Donc le tambour, c'est un rouleau. Et sur la surface de ce rouleau-là, vous allez mettre le produit à sécher, et donc après soit atmosphérique. Donc le produit, il va y avoir énormément de vapeur qui va être générée et qui va être rejetée aux petits oiseaux. Et cette vapeur-là, nous, là, ce qu'on a dit avec le client, c'est attendez, mettons un système de récupération, retransformons cette vapeur, parce que cette vapeur en l'état, elle n'est pas exploitable. Retransformons-la, faisons de la vapeur propre et recomprimons-la pour la remettre dans les sécheurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est un projet qui était extrêmement intéressant. On fait 92 degrés d'élévation de température entre l'aspiration et le refoulement du dernier compresseur. On va jusqu'à 180 degrés. On a un COP de 3,3. Donc, même si économiquement, ça paraît compliqué, mais en réalité, c'est très intéressant pour l'industriel d'avoir fait ça. Donc, le chantier qui est en cours et qui est sur la fin, on démarre avant la fin de l'année. Et pour terminer, un autre industriel de l'agroalimentaire, là, c'est le plus gros projet en termes de débit de vapeur. Donc, c'est un client qui avait plusieurs lignes d'évaporateurs qui étaient très vieilles, qui souhaitaient passer en CMV, mais que c'était compliqué parce qu'ils n'avaient plus de place. Donc, on avait fait une étude aussi pour renouveler entièrement les équipements, c'est-à-dire repasser sur des évapos neufs avec CMV. Donc, c'est le scénario qui a été retenu, qui a été réalisé. Voilà, au total, c'est 150 teneurs de vapeur avec un COP de 22. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez des infos complémentaires, n'hésitez pas également. Merci Alexandre. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Une première sur est-ce que vous êtes capable de fournir des compresseurs ATEX? Pardon, oui, complètement. Donc, les compresseurs ATEX, aucun souci. Souvent, alors, c'est pas lié à la vapeur. Hein, la vapeur d'eau n'est pas ATEX. C'est souvent lié à l'environnement autour. Donc, nous, on n'a pas la seule contrainte de l'ATEX, c'est que ça va modifier les machines. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des machines compatibles ATEX. Et donc, ça va générer un surcoût. Très souvent, on essaie de s'arranger pour sortir de cet ATEX parce que le surcoût il peut être très violent des fois. Ok. Ouais, j'imagine que c'est sur les machines, tout le système de commande, etc., qui doit s'adapter à la zone, quoi. Oui. Okay. Très clair. Après, une autre question. En gros, comment savoir si le projet est faisable? Est-ce qu'il y a un peu des critères c'est un peu la même question que Cascadia. C'est quoi le critère minimum en termes de puissance, en termes de besoins énergétiques et à cette question aussi à coller la place nécessaire parce qu'on forcément on voit des ventilateurs, des moteurs, donc on se dit que ça va prendre un petit peu de place. Il y a un peu d'empreinte au sol et t'en parlais sur la dernière référence.
Est-ce que tu as quelques métriques un peu à nous donner là-dessus? Alors, la puissance minimum, en fait, c'est la rentabilité qui va nous dicter ça. Parce que le prix d'une machine, le prix d'entrée d'une machine, il est quasiment le même. Et après, il y a des économies d'échelle. Donc, plus le débit est important, moins le prix croît. Et donc, très souvent, on dit, pour que ce soit intéressant, il faut au minimum 1 mégawatt thermique. Et d'un point de vue, mais en fait, en réalité, ça va dépendre du delta T global que vous avez besoin de faire. Et la place physique, alors effectivement, c'est des machines qui prennent de la place. Et là, pareil, ça dépend en fait du modèle de machine et du nombre que vous avez besoin pour réaliser le travail. La plus petite machine qu'on s'est proposée, elle va prendre une empreinte au sol, maintenance incluse, à peu près 2 mètres par 2 mètres. Mais voilà, quand on multiplie le nombre d'étages, c'est plus du tout 2 mètres par 2 mètres, c'est beaucoup plus. Après, on peut faire des bâtiments sur plusieurs étages, c'est possible. Mais là aussi, ça a un impact économique. Donc, il faut voir quel est le plus intéressant. Ouais, plus que la place, moi j'avais aussi noté sur un des projets qu'on avait regardé le potentiel impact que peut avoir le bruit, forcément, donc, quand on positionne ce type d'installation. Donc, c'est aussi des critères à regarder. Et puis après, il y a une autre question. Vous aviez des références en recompression flash de condensat pour réinjection dans un réseau vapeur. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Flash de condensat, c'est vous avez une boucle d'eau chaude, on la flash, on la recomprime et on remet dans le réseau usine? À mon avis, c'est le retour direct des condensats. Le retour dans une boucle de vapeur, tu as un retour, tu pousses en vapeur, on va dans un process, tu récupères tes condensats. Est-ce que vous êtes en capacité de boucler, quoi? Moi, c'est ça au niveau de la bâche, au niveau d'une bâche de retour. Très bien. Alors oui, ça, on pourrait proposer des solutions. Ça dépend des débits qui sont en jeu. Parce que très souvent, le retour de flash, il faut qu'il génère assez de vapeur pour le compresseur et que le compresseur va faire la réhausse nécessaire pour remettre sur le réseau vapeur usine. Ouais, c'est ça. Il y a une question pour une tonneur. Donc, Teneur, ça, c'est possible. Et après, ça dépend jusqu'à combien il faut aller, parce que les machines, elles ont un minimum technique qui est le débit. Mais en réalité, le débit, on sait faire ce qu'on veut. C'est juste qu'à partir d'un certain débit, on va juste réduire le COP pour garder la circulation pour éviter que les machines elles partent en pompage. Ouais, tu mets un bypass, c'est ça, tu fais un espèce de système avec un Exactement. bypass pour pas que ça pompe. Ok. Exactement. Et donc, en fait, c'est ça. À la fin, ça va être économique. Ça va être, est-ce que économiquement, c'est intéressant pour une tonneur de monter jusqu'à 180 degrés, par exemple. Ouais, très clair. Très clair. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a encore des gens qui sont en train de taper. Non, je trouve ça intéressant qu'on puisse faire. Enfin, la dernière référence où vous faites un gap de 80 degrés là, de Reos. C'est déjà en fonctionnement ou alors c'est un projet qui est en train d'être mis en place là? Il est déjà en... Celle qui fait 90 degrés de... Ouais, 90 degrés, c'est ça, 90 degrés de Reos, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est un projet qui est sur la fin le chantier est quasiment terminé. Ok. On va démarrer là, septembre-octobre, on démarre l'unité. Ok. Mais par rapport à, faut savoir que globalement, on a de plus en plus de demandes sur les très hautes élévations de température comme ça. C'est parce qu'il y a un besoin et il y a une économie qui est réellement intéressante. Oui, ça suit un peu ça suit aussi un peu les logiques que développe Cascadia, c'est-à-dire que historiquement, effectivement, on a un marché du gaz très bas et un marché de l'élec qui était structurellement tout le temps plus haut, avec plutôt des prix flats que les industriels achetaient. Enfin, maintenant, c'est quand même moins le cas. On sent quand même qu'il y a un espèce de décrochage plus systématique, si j'ose dire. Ce qui fait que le COP il peut être un peu moins bon, le modèle flotte, quoi. Enfin, on voit bien dans les modèles éco, effectivement, quand on avait un gaz à 12 € le mégawattheure et une élec qui était à 70 moyennée, bon, ça nous donne un peu les COP qu'il faut aller chercher. Ouais, quand là, on peut aller chercher des contrats flat à une cinquantaine d'euros le mégawattheure et que le gaz il fait des yo-yo entre 25 et 60, 70, bon. C'est plus tout à fait la même logique, donc je suis pas étonné. Il y a une question qui est arrivée là sur la technologie. Est-ce qu'elle fonctionne uniquement avec de la vapeur d'eau? Quid sur de la vapeur alcoolique, par exemple? Alors, non, elle peut fonctionner sur d'autres types de gaz. Nous, notre spécialité, c'est la vapeur d'eau. Et le souci de la vapeur alcoolique, alors,
nous, je ne vais pas dire qu'on refuse de le faire, mais on ne le fait pas parce que justement, à cause du risque ATEX. Et le surcoût que ça génère sur les compresseurs, il n'est pas intéressant. On préfère, nous, mettre un système de transformation, donc celui que je vous ai montré, c'est-à-dire on va récupérer cette énergie, cette vapeur alcoolique, qu'on va refaire de la vapeur propre et qui va aller dans des compresseurs non ATEX. En fait, c'est vraiment le surcoût ATEX qui fait que économiquement, c'est moins intéressant de faire sur la vapeur alcoolique que sur la vapeur d'eau pure. Ok. La petite perte d'efficacité liée à une conversion, elle est moindre comparée au surplus de CAPEX, quoi. C'est comme ça que je le lis. Ok, très clair. Bah, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pense qu'on aura fait le tour. Merci beaucoup pour ces éclairages, pour vos réponses aux questions, et puis pour les questions qui ont été posées. Et puis, si besoin, vous avez les coordonnées des intervenants qui ont été affichés. Si vous n'avez pas eu le temps de les prendre, vous pouvez bien entendu nous écrire et on y répondra et on fera le lien directement. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée à toutes et à tous et à très vite pour d'autres webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.